Bonjour, merci d'être avec nous dans Midi Mag, une émission éminemment aquatique aujourd'hui puisque nous évoquons la santé des océans et les moyens de la préserver. Tous les indicateurs sont au rouge, 90% des stocks mondiaux de poissons sont exploités, surexploités ou épuisés. De quoi s'inquiéter ? Mais l'espoir viendra sans doute de la Polynésie, parce que seule la moitié de l'espace maritime du pays est pêché et que les eaux sont fermées aux flottes internationales. Une préservation qui n'est cependant pas éternelle. Pour cette raison, le gouvernement polynésien s'est engagé à protéger au moins 20% des eaux polynésiennes d'ici 2020 en programmant la création d'une aire marine protégée aux Australes. Et pour ce faire, un état des lieux de l'environnement marin est demandé à la Fondation Pew. On en parle aujourd'hui avec nos invités Jérôme Petit et Poema Duprel, membres de cette Fondation Pew, ainsi que peut-être Tamatoa Bambridge du CRIOP que nous tenterons de joindre par téléphone. Jérôme Petit, bonjour. Bonjour. Alors avant tout et en attendant Poema Duprel qui est un peu en retard, je vous propose de nous présenter la Fondation Pew. Quel est l'objectif de cette fondation et quelle est son origine d'abord ? Alors la Fondation Pew est une fondation internationale qui vient de la famille Pew, c'est un nom de famille et ce n'est pas un acronyme, donc P-E-W, qui a légué une famille américaine protestante qui a légué en 1948, donc elle n'est pas toute neuve, qui a légué sa fortune à ce qu'on appelle un fonds fiduciaire ou un trust fund en anglais. Donc c'est de l'argent qui génère des intérêts et ces intérêts sont utilisés pour mener des projets dans différentes thématiques. Et les thématiques principales sont l'environnement, et en particulier l'environnement marin, la santé et la recherche, et aussi les énergies vertes. Alors, je rappelle que les auditeurs peuvent téléphoner. Le numéro, c'est le 40 86 16 00. Si les objectifs de la Fondation Pew vous intéressent, si l'environnement marin aux Australes vous intéresse et si la création d'une aire marine protégée vous intéresse, vous pouvez toujours participer à cette émission en appelant le 40 86 16 00. Jérôme Petit, vous venez donc de nous donner l'origine de cette fondation. Aujourd'hui, vous vous occupez de l'héritage mondial des océans. Ça, c'est votre mission en quelque sorte. Exactement. Donc l'héritage mondial des océans est un programme qui est mené par la Fondation Pew et qui est financé pas uniquement par Pew, mais par d'autres bailleurs de fonds privés au niveau international. Donc je ne vais pas les citer, mais il y en a 7, dont par exemple Tiffany, Bloomberg, l'ancien maire de New York. Donc ce sont des grandes entreprises internationales qui ont envie de se donner une image environnementale et qui financent des projets environnementaux. Donc ce programme Héritage mondial des océans a pour objectif d'aider les gouvernements qui le souhaitent à mettre en place et gérer des grandes aires marines protégées. Donc dans le monde, on le verra peut-être plus tard, l'océan fait face à des pressions intenses et les pays du monde, dans le cadre de l'ONU, donc 193 pays, se sont mis d'accord pour protéger une partie des océans pour pouvoir continuer tout simplement de tirer bénéfice de ces écosystèmes et de nos océans. Et donc Pew et les bailleurs de fonds qui financent ce projet essayent d'aider les gouvernements à concrétiser ces objectifs de conservation et mettre en place des aires marines protégées. Et il se trouve que la Polynésie s'est engagée à protéger, vous le disiez, 20% des eaux de son territoire d'ici 2020, donc ça représente 1 million de kilomètres carrés, c'est une très très grande surface. Et donc la Polynésie a invité Pew à travailler ici pour essayer de faciliter et de contribuer à la création d'aires marines protégées sur le territoire. Alors tout à l'heure j'évoquais justement l'urgence d'intervenir. Pourquoi est-il vraiment urgent d'intervenir ? Est-ce que les océans sont vraiment surexploités aujourd'hui ? Alors les océans, en effet, sont menacés. Il y a beaucoup d'indicateurs qui le montrent, énormément de publications scientifiques qui le montrent. Vous le disiez, on a 90% des stocks halieutiques, c'est-à-dire des réserves de poissons dans le monde qui sont soit épuisés, c'est-à-dire complètement vidés, soit surexploités ou soit pleinement exploités. Ce qui reste très très peu de stocks, comme en Polynésie, on a la chance d'avoir encore un stock qui est préservé, qui est sain, mais c'est une exception au niveau de la planète. Ça représente seulement 10% des stocks de la planète qui sont encore dans un état sain. L'océan fait face à d'autres pressions, la pollution, on voit des continents de déchets qui sont en train de se former au milieu du Pacifique.
le changement climatique, l'augmentation de la température de l'eau, l'acidification. Donc toutes ces pressions sont intenses, sont rapides, trop rapides pour que les écosystèmes puissent évoluer et s'adapter. Donc c'est pour ça que la communauté scientifique internationale dans son ensemble appelle à la création de grandes zones de protection, donc des zones qui seront là pour faire en sorte que les océans puissent se régénérer. Et notamment à Sydney, au mois de novembre 2014, il n'y a pas très longtemps, l'ensemble des gestionnaires et des scientifiques de la planète qui travaillent dans ce domaine se sont réunis au Congrès international des parcs et ont recommandé la création de 30% d'aires marines protégées dans l'ensemble de la planète pour pouvoir permettre aux océans de se régénérer. Aujourd'hui, il y a combien d'aires marines protégées en pourcentage sur la planète, justement? Donc dans le monde, on est malheureusement très loin des 30%. On est entre 1 et 3% des océans qui sont protégés. Donc il y a encore un grand chemin à parcourir. Et en Polynésie, on a 0,05% de la surface qui est protégée, des 5 millions de kilomètres carrés, qui est protégée par des AMP. Alors, il y a un chiffre aussi qui est assez impressionnant, c'est que les poissons nourrissent plus de la moitié de la population mondiale. Je crois que c'est 4,5 milliards de personnes qui se nourrissent de poissons sur la planète. Alors, si on ne fait rien aujourd'hui, les stocks vont être épuisés. Est-ce qu'on a une échelle de temps là-dessus ? Alors c'est assez difficile de donner des échelles de temps, ça dépend des espèces, ça dépend des réactions que les États auront face à ça. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que pour beaucoup d'espèces, comme par exemple le thon rouge du Pacifique, qui est une espèce qui a presque disparu, elle est à 4% de son stock d'origine. Le germon que l'on pêche ici est à environ 30% de son stock d'origine, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du stock de 70%. Le thon obèse, qui est le thon rouge de Tahiti, celui qu'on achète ici, est environ à 80% à 20% de son stock d'origine, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de 80% de sa population. Donc ce sont des poissons qui sont très bons et il faut qu'on continue à pouvoir les manger parce que c'est aussi une économie qui est importante pour le pays. Et pour cela, il faut que l'on arrive à tous ensemble, tous les pays du monde, à mettre en place des plans de gestion et des mécanismes de protection qui feront en sorte qu'on continue à vivre de ces écosystèmes. Alors l'initiative de créer cette aire marine protégée, elle vient aussi et avant tout des maires des Australes. Sont eux qui ont fait la demande de cette aire marine protégée. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette demande? Alors, les maires des Australes sont conscients de la richesse de leur écosystème, comprennent qu'ils vivent dans un environnement dont ils ont vraiment besoin. Il y a une autoconsommation aux Australes qui est extrêmement forte. Les gens vivent du lagon, les gens vivent de la pêche, de l'agriculture. Et ils ont compris aussi que cet écosystème était riche, mais qu'il était aussi menacé. Donc, on voit dans certaines îles parfois des exploitations un peu trop fortes de certaines espèces au niveau côtier, mais aussi au niveau du large. Les gens, les pêcheurs le voient parce que on le voit partout dans le monde, une diminution des stocks. Donc on est obligé d'aller de plus en plus loin pour pouvoir trouver du thon et on en trouve de moins en moins. Donc il y a un effort de pêche qui est de plus en plus important, mais on a une réduction du stock. Donc les maires des Australes, face à ce constat, et aussi pour valoriser leur territoire, puisqu'une aire marine protégée, c'est pas uniquement des bénéfices pour la pêche, c'est aussi un moyen de créer un label environnemental reconnu au niveau international. Et donc c'est pas mettre sous cloche un territoire et l'oublier à jamais, au contraire c'est aussi le valoriser, le vendre quelque part au tourisme, à l'écotourisme, et donc c'est aussi générateur d'emplois et de revenus pour un archipel ou pour des îles isolées. Donc les maires des Australes ont en effet, l'an dernier, entre juin et décembre 2014, voté des délibérations du conseil municipal. Donc les 5 mairies des Australes ont voté une délibération qui appelle à la création d'une grande aire marine protégée dans les eaux des Australes. Et le gouvernement a entendu cet appel, on peut le dire. Donc le gouvernement nous a invités, a entendu cet appel et nous a invités à faire un diagnostic scientifique des Australes pour pouvoir ensuite faire des recommandations qui permettront de mettre en place une stratégie de conservation et donc un projet d'aire marine protégée. Et donc c'est pour ça que nous avons été invités par le gouvernement à faire un état des lieux de l'environnement marin aux Australes, essayer de comprendre quelles espèces, quel écosystème nous avons, mais aussi quelle culture est associée à cet écosystème,
et quel usage on fait aussi de cet écosystème, la pêche, le tourisme, etc. Et de mettre tout ça sur la table avec tous les acteurs et les parties prenantes et d'essayer d'avoir une compréhension commune des enjeux de cet archipel. Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour cet état des lieux? J'imagine que c'est pas simple, il faut beaucoup de partenaires. Comment ça se passe? Alors, nous voulions que cet état des lieux soit le plus participatif possible, qu'il implique un maximum d'entités en Polynésie française et dans le monde, pour qu'on ait un maximum d'apports de tout type dans cet état des lieux. Donc nous avons fait appel au CRIOB, le centre de recherche à Montréal, CRIOB IRCP, qui était chargé du pilotage de cet état des lieux, et Bernard Salva, qui est le fondateur du CRIOB et qui est un peu la mémoire de la biodiversité marine de Polynésie, et l'éditeur principal de cet état des lieux. Et Tamatoa Bambridge, que j'espère on pourra contacter par la suite, s'est chargé d'éditer les parties liées à la culture. C'est un ethnologue du CRIOB également, qui a une très grande connaissance des Australes, puisqu'il a fait sa thèse sur cet archipel. Donc le CRIOB était chargé du pilotage de cet état des lieux, mais il a aussi fait participer de nombreux centres de recherche, des services publics comme la direction des ressources marines, le service de la culture et du patrimoine, des associations comme Te Mana o Te Moana, comme Manu pour les oiseaux, des agences environnementales et aussi des partenaires internationaux. Donc nous avons National Geographic qui a contribué à l'état des lieux avec ses scientifiques, des scientifiques de l'université de Hawaï et des scientifiques de l'université de Nouvelle-Zélande. Donc tout ça, tous ces gens en fait ont publié un article dans l'état des lieux suivant leur domaine de compétences. Donc nous avons un article sur les ressources côtières, un article sur les ressources pélagiques, un article sur les tortues, un article sur les requins. Et chacun de ces articles a été écrit par un expert reconnu pour sa compétence dans ce domaine. Alors, il se trouve que... Oui, vous vouliez continuer. Je voulais aussi dire que nous voulions que cet état des lieux soit participatif et nous voulions aussi qu'il soit concerté. Donc, nous avons fait une conférence dont on parlera peut-être plus tard mercredi dernier, donc il y a 2 jours, pour présenter le draft final de cet état des lieux au grand public et permettre au public de le commenter, de le corriger. Et nous ferons aussi une conférence similaire aux Australes bientôt pour permettre aux populations des Australes de participer également à cet état des lieux pour pouvoir ensuite avoir finalisé le texte et le publier dans un état vraiment concerté. Et enfin, le dernier point, j'ai dit participatif, concerté, nous le voulions aussi pluridisciplinaire. Donc, bien entendu, la biodiversité est extrêmement importante. Nous devons décrire toutes ces connaissances sur la biodiversité marine des Australes, mais aussi la culture est extrêmement importante et doit faire partie d'un état des lieux sur cet archipel. Et enfin, les usages que l'on fait de cette biodiversité sont importants. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire et en essayant d'avoir un tour d'horizon exhaustif du domaine. Alors les Australes, c'est évidemment un archipel qui se distingue des autres archipels. Il est particulièrement intéressant et je vous propose justement, vous nous parliez de Bernard Salva du CRIOB, je vous propose d'écouter Bernard Salva qui participe au projet. C'est vrai que c'est un archipel qui est très sud, qui est assez étendu et qui est assez préservé. Il n'y a pas beaucoup d'exploitation de ressources. Alors finalement, de 2 choses l'une, ou le gouvernement polynésien décide de l'exploiter avec des bases tonnières à lui, ou alors il vend les droits de pêche, ce qui a été le cas à certains moments, il y a quelques dizaines d'années, le gouvernement avait donné des droits de pêche à des flottilles étrangères. Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de droits de pêche dans des flottilles étrangères dans la zone exclusive économique polynésienne. Donc pour le moment, les ressources sont là et elles sont sous-exploitées. Donc c'est un endroit particulièrement intéressant pour faire quelque chose qui pourrait être protégé, parce qu'on peut toujours en protéger une partie et puis exploiter l'autre partie si l'on veut. Et ça fait quand même des surfaces qui sont quand même de l'ordre de la zone exclusive économique des Australes. Ça doit faire à peu près un peu plus d'1 million de kilomètres carrés. Sur les 5, c'est déjà beaucoup. Alors 1 million de kilomètres carrés très poissonneux, c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, cet espace n'est pas protégé juridiquement. Ça, c'est un danger? Aujourd'hui, il n'y a pas de protection juridique. C'est pas, on va dire, un danger à court terme, puisque, comme on le disait au départ,
il y a assez peu de pression sur ces écosystèmes. Ça fait au contraire partie des stocks les plus préservés de la planète. Parce que la pêche internationale est interdite aujourd'hui. Voilà, parce que la pêche est interdite, parce que la pêche polynésienne est aussi une pêche durable avec uniquement une flotte de palangriers. Donc il n'y a pas de seineurs, par exemple, des gros bateaux qui attrapent des juvéniles et qui détruisent tout. Donc c'est quand même un écosystème qui est encore préservé, et justement l'idée du programme Héritage mondial des océans, c'est d'identifier à l'échelle de la planète ces écosystèmes qui sont encore préservés, et il y en a très peu, il y en a une quinzaine dans le monde, et d'essayer de faire en sorte d'aider les pays qui en ont exprimé la volonté de continuer à avoir cet écosystème sain sur le long terme. Donc c'est pas de restaurer un écosystème qui est dégradé, au contraire c'est de se dire oulala, la situation, on l'a vu comment ça évolue dans les autres pays, ça évolue très rapidement, alors essayons de faire en sorte de garder les derniers écosystèmes qui sont encore sains au niveau de la planète. Alors vous êtes occupé du diagnostic biologique des australes. En quoi est-ce qu'il consiste? Présentez-nous un petit peu ce diagnostic. Alors, Jérôme. Juste pour rectifier, c'est Bernard Salva qui était chargé de coordonner les contributions des auteurs pour ce diagnostic biologique. Donc nous, on a quand même participé à l'édition, mais malheureusement, je ne suis pas aussi expert que Bernard Salva en la matière, mais je vais quand même essayer de vous faire un compte-rendu des résultats. Donc le résultat principal, c'est que voilà, la biodiversité des Australes, la biodiversité marine, qui est malheureusement assez inconnue pour l'instant, on a montré qu'elle est quand même exceptionnelle. Donc on a pour différentes raisons. La première raison, c'est la géomorphologie des îles. Donc toutes les îles ont un profil géomorphologique très différent. Il y a 2 points chauds aux Australes, c'est-à-dire des volcans actifs, des volcans qui sont sous la surface de l'océan, au fond des océans, qui génèrent encore des monts sous-marins. Donc il y en a un qui se trouve à l'extrême est de la zone économique des Australes, à 200 000 nautiques de Rapa, qui s'appelle McDonald, et un qui se trouve au centre de l'archipel qui s'appelle Arago. Et donc ces points chauds ont généré des îles. Alors les îles les plus récentes, c'est les îles de Rapa Marotiri, qui sont à l'extrême sud et à l'extrême est. Et ces îles ont 5 millions d'années. Donc ce sont des îles volcaniques récentes, donc elles ont un récif fringent, elles ressemblent beaucoup aux îles des Marquises. Ensuite, on a des îles plus anciennes, comme l'île de Raivave par exemple, qui ressemble beaucoup à Bora Bora, on l'appelle un peu la Bora Bora du sud, avec une île haute, un lagon assez important et des îles coralliennes autour. On a l'île de Tubway qui est un très grand lagon. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième point chaud, donc il y a, au moment de la dérive des îles vers le nord-est, qui a soulevé certaines îles qui s'étaient déjà effondrées. Donc l'île de Rurutu et l'île de Marotiri étaient des atolls, en fait, étaient déjà devenus des atolls, c'est-à-dire que les îles volcaniques s'étaient enfoncées. Et le deuxième volcan, le point chaud de Arago, a ressoulevé ces atolls. Donc c'est un profil qui s'appelle de type Makatea, d'un atoll soulevé, avec des grandes falaises de 70 mètres, avec des grottes, avec une roche calcaire. Et enfin, à l'extrême ouest de l'archipel, on a Maria, qui est un atoll et qui est l'atoll le plus au sud de Polynésie française. Donc tous ces profils insulaires ont leur spécificité et ont leur peuplement d'espèces biologique qui est propre et qui fait qu'on a une biodiversité exceptionnelle et un endémisme extrêmement important. Donc, oui, désolé, je continue. Poema Duprel vient d'arriver, donc on est tous contents. Elle va s'installer. Installe-toi ici, Poema. Donc, alors, ce diagnostic biologique, il n'est pas terminé. Jérôme. Oui, donc je continue toujours sur la biodiversité. Donc je disais un endémisme extrêmement important. Donc je peux donner quelques exemples. On a par exemple aux Australes, on appelle ça un hotspot pour les mollusques, pour les coraux et pour les algues. On a un taux d'endémisme, c'est-à-dire des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, qui est extrêmement fort, qui est de 10 à 15% pour ces familles. Et notamment à Rapa, on trouve une très grande quantité d'espèces de coraux, d'algues qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ce qui est important aussi aux Australes, c'est que au niveau climatique, on se trouve vraiment à la limite entre le climat tropical et le climat tempéré. Ce qui fait qu'on a aussi des peuplements qui sont vraiment particuliers, comme à Rapa par exemple, où on a un assemblage entre le corail et les algues qu'on retrouve habituellement, des macro-algues qu'on retrouve habituellement dans des climats plus tempérés.
Donc ça fait une diversité de peuplement, et une spécificité qui est vraiment intéressante au niveau biologique. Donc d'où l'intérêt de créer une aire marine protégée. Poema Duprette, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous vous êtes occupé de prendre contact avec les populations, notamment à Rapa. Je crois, pour savoir qu'est-ce qu'elle pense de la création d'une aire marine protégée, comment cette population peut réagir. Est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai pu visiter toutes les îles des Australes depuis le début de la mission. Et parlons de Rapa, parce que Rapa, c'est l'une des seules îles où on a encore ce rahoui côtier. Et elle est bien connue pour ça, qui a été mise en place par la communauté elle-même dans les années 80. Parce qu'ils voyaient que le poisson se faisait de plus en plus rare sur les côtes où ils allaient essentiellement pêcher, c'est-à-dire la côte est en face des villages. Et il a fallu mettre en place un rahoui qui était déjà ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait très difficilement. Ça n'a pas du tout été facile de le mettre en place. Pourquoi? Parce que il y a au niveau de une opposition. Une opposition. Des pêcheurs, oui, ça a été très dur de se dire que tu dois te restreindre à ne plus pêcher dans des endroits où tu vas qui sont faciles d'accès. Il faut rappeler que les eaux des Australes sont très agitées. Poissonneuse, mais c'est agité aussi. Le vent y est très fort, la météo n'est pas aussi clémente qu'ici, quoi. Et donc ça n'a pas été facile. La zone a été fermée complètement à la pêche pendant 2 ans. Ça a été mis en place par la mairie, mais avec une participation de la communauté qui est essentielle, mais aussi de l'Église qui est toujours là pour soutenir et souder aussi cette communauté qui se rassemble autour de Dieu aussi, et qui, à chaque ouverture de la rahoui, voilà. Donc voilà. Et il existe toujours ce rahoui? Ce rahoui existe toujours, et les Rapas en sont fiers. Hein. Oui, parce qu'ils ont vu le résultat finalement. Ils ont vu le résultat. Donc après 2 ans de fermeture totale, ils ont été voir pour constater, pour avoir un état des lieux. Ils ont dit que c'était incroyable. Les poissons étaient revenus vers le bord, comme il dit aussi souvent. Et pourquoi avoir aussi choisi cet emplacement? C'est parce qu'au fait, ils peuvent le surveiller. Donc, il y a toujours ce lien entre la terre et la mer qui est essentiel au rahoui. Donc, de ça, ils ont ensuite continué à faire ce rahoui, mais ils l'ont ouvert ensuite 1 fois par an. Et pour pouvoir récolter, pêcher pour une redistribution, on va dire équilibrée pour toute la population. Et les pêches se font communautaires, enfin en groupe. Hein. Donc il y a à peu près 9 bateaux avec des membres du comité rahoui sur chaque bateau pour vérifier que la pêche se passe bien. Il y a environ 7 à 8 pêcheurs. Donc les pêches là-bas se font souvent par groupe. Hein. Comme je le rappelle, il faut pas oublier que la mer est très forte là-bas, et c'est pour ça que on n'y va pas souvent. Voilà. Donc après, lorsque nous sommes arrivés pour proposer cette idée de rahoui du large, elle a été très bien acceptée, et vu que ça étend au fait au large ce qu'ils pensent déjà et ce qu'ils savent déjà pour le côtier. Le rahoui du large, c'est l'aire marine protégée. L'aire marine protégée. Donc, oui, on a rencontré le comité Tohitu, qui est le comité des sages là-bas, avec qui on a discuté. Ils nous ont même proposé le nom de Rahoui Nui no Tuhape pour cette aire marine protégée, et bien l'assimiler à la... Donc du côté de Rapa, le principe est totalement acquis, oui. Finalement. Est-ce que dans les autres îles des Australes, c'est la même chose? Alors dans les autres îles des Australes, au niveau des autres îles, des délibérations ont été signées au sujet de cette aire marine protégée. Donc il y a un vœu certain, c'est déjà lors de la part des maires. Voilà, de la part des maires et de la commune. Et nous avons également réalisé des réunions publiques, réunions avec les pêcheurs. Ensuite, moi, je suis retournée
pour aussi rencontrer les pêcheurs personnellement, voir jusqu'où ils pêchent, comment ils pêchent, pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs lagonaires, mais aussi des pêcheurs du large, qui vont jusqu'à des fois des hauts fonds qui sont très difficiles d'accès, mais ils y vont. Donc pour eux, c'est un peu plus difficile d'accepter l'aire marine protégée? Non, pas du tout. Ils sont contents. Ce qu'ils aimeraient avoir, c'est déjà avoir une limitation au niveau côtier qui est supérieure aux 2 miles légaux, quoi. Et donc, pour accéder jusqu'à 20 miles, c'est avoir et préserver, au fait, déjà, pour chaque île, entre 20 et 50 miles, dépendant des îles, dépendant des embarcations qu'il y a dans chaque île, parce que chaque île est différente. Et donc, par exemple, à Rapa, ils ont demandé à ce que 20 miles à partir des côtes soient laissés pour la pêche côtière locale, qu'aucun thonier puisse rentrer dans ces zones-là, parce que pour eux, déjà, c'est difficile de préserver les ressources qu'ils ont, quoi. Et au niveau de l'Imatara, ça a été également généralement le chiffre qui a été donné. 20 miles pour Imatara aussi. Donc c'est une demande, c'est un vœu. Nous sommes encore en phase de concertation, nous discutons avec les pêcheurs de Tahiti également. C'est tout ce processus pour créer une aire marine protégée, c'est un travail d'ensemble, pas seulement au niveau des îles, mais aussi au niveau des pêcheurs locaux tahitiens, des thoniers qui vont jusqu'à là-bas pour pouvoir subvenir à leurs besoins et trouver la pêche qu'ils n'ont pas trouvée ailleurs en basse saison, mais également travailler avec le gouvernement et pour que tout ça se fasse ensemble. C'est un travail d'ensemble qui est important, il me semble, parce que on peut voir que le rahoui côtier qui se fait à Rapa fonctionne. Alors pourquoi pas l'étendre au plus large et travailler ensemble en Polynésie. Ce serait une configuration un petit peu comme ça, une aire marine protégée, c'est-à-dire que chaque île pourrait définir le nombre de miles qu'on peut protéger autour, ou comment ça se passe exactement? Alors, déjà, la compétence en matière d'aire marine protégée, c'est le gouvernement qui l'a. Donc, c'est le gouvernement, pas français, le gouvernement de Polynésie. Non, pas français, justement, le gouvernement, le pays, polynésien. Alors, on est d'accord. Le gouvernement polynésien qui décide avec le code de l'environnement ou d'autres moyens juridiques ce que c'est qu'une aire marine protégée et comment elle fonctionne. Mais bien entendu, ça se base sur les consultations qui ont lieu des utilisateurs. Donc Poema disait les populations locales et aussi les pêcheurs thoniers de Tahiti. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un compromis entre l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des parties prenantes, et d'avoir une zone qui soit vouée à la protection des ressources. Alors c'est une aire, comme on disait... Ça se fait en concertation. Ça se fait en concertation, bien entendu. C'est un processus, c'est un débat de société, un processus participatif et concerté pour arriver à un scénario qui convienne à tout le monde. Alors justement, on a abordé un sujet qui est intéressant, c'est cette compétence du pays, les aires marines protégées, mais l'État n'intervient absolument pas dans Alors, l'État intervient en appui. Donc, il y a en Polynésie notamment l'Agence des aires marines protégées qui travaille là-dessus, qui est un projet. Ils font un travail remarquable aux Marquises. Ils avaient aussi identifié les Australes comme une zone, et notamment l'île de Rapa comme une zone à fort patrimoine. Donc, nous travaillons en bonne intelligence avec l'agence et nous essayons d'aider en fait l'État et le pays dans cette zone en particulier. Aux Australes et en particulier à Rapa. Après, la décision juridique en matière de création d'aires marines protégées, c'est de la compétence de l'État polynésien, du gouvernement polynésien. Pardon. Du pays. Alors, il y a tout l'aspect culturel aussi qui entre en jeu. Alors, on n'a pas réussi à joindre Tamatoa Bambridge, mais vous allez pouvoir peut-être nous en parler, Poema. Le rapport à l'océan, il est très culturel dans tous ces archipels. Et justement, comment ça se passe là-bas? Il est très. Le rapport à l'océan est polynésien. Nous vivons entourés d'eau et on peut voir dans les légendes et dans les noms que ce rapport à l'océan est toujours présent. Il y a par exemple à Tubuai, l'île est représentée comme une tête de pieuvre. Aussi, lorsque nous discutons avec des gens de Reivavai, ils nous parlent d'une baleine qui est dans son marais. Donc l'île représente une baleine dans son marais.
Donc, et depuis toujours, les Polynésiens ont ce lien qui est presque, qui en fait un. On est un avec la nature et on peut le retrouver encore dans ces îles où ils vivent en autosuffisance et ils sont bien conscients qu'ils ont besoin de la nature pour survivre. Et c'est plutôt une question de préserver ce que l'on a au lieu de protéger la nature, car c'est nous qui avons besoin d'elle. Donc voilà. Alors j'ai entendu dire aussi qu'ils avaient donné des noms aux monts sous-marins. Aussi des noms polynésiens aux monts sous-marins, donc il y a vraiment un intérêt particulier pour la mer, quoi. Oui, en effet, parce qu'ils naviguent, vont pêcher là-bas, ils pêchent là-bas depuis longtemps. Ils y vont en pirogue, ils bravent la mer pour y aller, et donc ils ont des noms sous-marins pour certains aussi, c'est pas tous les monts, mais c'est comme des îles sous-marines qu'ils appellent, hein. Alors, imaginons que le gouvernement, par la suite, décide d'ouvrir cette zone à la pêche internationale. Est-ce que ce serait considéré comme un désastre un petit peu pour les populations là-bas? Oui, oui, pour moi, ce serait vraiment à ce serait rendre son peuple pauvre d'ouvrir oui, parce que c'était le cas il y a quelques années, hein, quand même. Oui, c'était le cas et on a bien vu pourquoi nous l'avons arrêté. L'océan est l'une des bases même de l'alimentation de tous les jours des Iliens. On ne le voit pas à Tahiti parce que c'est un autre système que nous avons ici. Mais lorsque nous allons dans les îles, chaque homme chaque père de famille, c'est un pêcheur. C'est pour ça ils vont pêcher, ils vivent de l'agriculture et ils vivent bien. Ils vivent bien. Alors, c'est pas de la pêche industrielle, c'est de la pêche au quotidien. Ils pêchent qu'ils ont besoin le jour même qu'ils mangent. Vous voyez à Limatara, là-bas, il y a une toute petite baie, il n'y a pas beaucoup de lagons. Et dans cette toute petite baie qu'ils ont, il y a des algues qui poussent, il y a des roris. Et tous les jours, les femmes, au moins... Toute la journée, oui. Tu peux voir qu'il y a toujours des femmes en train de ramasser des algues. C'est comme un rituel. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Et enlever ça et le donner à d'autres pays serait une catastrophe. J'ai posé la question parce que tout à l'heure, le professeur Bernard Salva disait le gouvernement pourra choisir d'exploiter une partie de la zone éventuellement et de protéger une autre partie. Donc exploiter une partie de la zone, ça peut être ouvrir à la pêche internationale. Ouvrir, il y a aussi des flottilles de pêche en Polynésie, hein, donc on a quand même heureusement une filière pêche qui est efficace, qui fait que le gouvernement a fait le choix pour l'instant de ne pas ouvrir les eaux à la pêche internationale, et ça tous les pêcheurs polynésiens, on les rencontre régulièrement lors d'ateliers et de discussions avec eux, sont opposés à l'ouverture, puisqu'ils sont capables d'exploiter la flottille de pêche polynésienne est capable d'exploiter ses ressources. Donc vendre les thons à des gros producteurs étrangers serait un bénéfice minimal. On sait que les Japonais sont très friands aussi pour venir dans la zone, les Chinois aussi certainement. Donc ça pourrait être une éventualité pour le gouvernement pour... ramener un petit peu, relancer l'économie, on va dire. Ça pourrait être une éventualité dans le futur, mais on espère que les pêcheurs locaux arriveront à défendre leurs ressources comme ils ont réussi à le faire jusqu'à maintenant. Alors, il y a quelques projets, des petits projets qui se mettent en place, notamment un professeur de Tupuai qui propose un travail à ses élèves sur la mise en place d'un rahui. Vous pouvez nous en parler, Pouema? Oui, lors de l'une de nos réunions à Tupuai, on avait fait une journée de l'océan et des classes étaient venues pour écouter et parler de leur rahui local où on parlait du projet d'aire marine protégée. Et donc, Tioti était venu nous parler de son projet à lui avec sa classe de
de faire un petit rahoui à l'intérieur du lagon pour que les enfants puissent être responsables de cette zone-là. Donc, organiser avec les pêcheurs locaux, discuter avec la mairie elle-même aussi, pour pouvoir organiser ça et rendre les élèves, ces enfants, déjà à leur âge, responsables de leur lagon et de ce qu'ils ont. Donc, c'est un très beau projet que nous soutenons et et Tioti est venu à la conférence hier et on est content de sa présence et de ce projet. D'autres projets aussi vont être mis en place avec l'association Te Mana o Te Moana notamment. Donc il y a un projet en effet qui est mené depuis le début de l'année scolaire par l'association Te Mana o Te Moana qui va élaborer des outils pédagogiques sur les aires marines protégées, donc des jeux de société, des guides pour les enseignants. Ils vont travailler avec les élèves sur un concours de posters, sur un concours de chartes pour essayer de faire la sensibilisation des plus jeunes qui seront les gestionnaires futurs de l'environnement marin. Et ils accompagnent donc 7 écoles des Australes et aussi plusieurs écoles de Tahiti et Moorea tout au long de l'année. Les enfants, ils sont très intéressés par tout ça, oui, Poema. Oui, ils adorent. Ils passent leur journée dans la mer. Est-ce qu'ils sont conscients du danger? Oui, ils sont conscients. Ils sont bien conscients de ça, au niveau non seulement de la surpêche, mais de la pollution aussi, quoi. Donc, ils sont conscients qu'il faut faire attention, préserver ce que l'on a parce que c'est un trésor. Le mode de vie et la vie qu'on a en Polynésie. Alors, on parlait du bénéfice pour la pêche, mais aussi pour la notoriété internationale. L'avenir, c'est aussi l'écotourisme. Est-ce qu'il se développe aujourd'hui aux Australes ? Donc, en effet, le tourisme en Polynésie, donc c'est la première économie du pays, de loin, et on espère que l'avenir, c'est de l'écotourisme, puisque de plus en plus de gens sont intéressés par des paysages préservés, des destinations où on peut voir les espèces dans leur environnement, comme l'observation des baleines, l'observation des requins, la plongée. Et ils sont aussi très souvent sensibilisés à des labels, à on va dire des certificats un peu de qualité environnementale, et une aire marine protégée peut en être un. C'est reconnu, par exemple, comme le parc marin qui vient d'être créé en Nouvelle-Calédonie, comme d'autres parcs qui ont été créés ailleurs dans le monde. C'est reconnu comme une destination qui présente un plus au niveau écologique et les gens qui recherchent ce genre de paysage peuvent être intéressés. Et ça génère aussi tout un tas, par exemple, quand on a commencé à travailler sur ce projet, il y a National Geographic qui est un partenaire de Pew au niveau international, qui a dit « Ah, un projet aux Australes, très bien, faisons un documentaire là-dessus ». Donc ils sont venus, ils ont fait un documentaire sur Rapa, qui va être diffusé au niveau international sur leur chaîne. Donc ça attire pas seulement le tourisme, mais ça attire les chercheurs, ça attire le public. Et ça intéresse les gens quand il y a un pays qui est courageux et qui prend des mesures ambitieuses en matière de protection de l'océan. Ça fait des articles de presse qui est finalement une sorte de publicité gratuite pour le pays. Ça génère des magazines, ça génère des documentaires qui peuvent valoriser la Polynésie et les Australes en particulier. Alors cette semaine, vous avez justement animé une conférence pour présenter ce diagnostic. Comment ça s'est passé? Est-ce que le gouvernement était là? Est-ce qu'il y a eu une réaction Alors, en effet, mercredi, nous avons donné une conférence donc avec l'ensemble des auteurs qui ont contribué à cet état des lieux. Donc, il y avait une vingtaine d'auteurs qui étaient là, qui ont directement présenté leurs travaux. Donc, c'était un programme très chargé. On avait 15 minutes par auteur, ce qui était assez court, mais ce qui permettait d'être vraiment dynamique. Et c'était très riche, puisque... comme je le disais au début, plein de thématiques vraiment différentes et chaque auteur avait son style particulier venant d'organismes très différents. Donc il y avait 75 personnes, je crois, qui sont venues écouter, donc on a un intérêt du public. Bien entendu, le gouvernement était représenté, il y avait le directeur de la DIREN, le directeur de la DRM, la Direction des ressources marines, qui est d'ailleurs un auteur de l'ouvrage. Et une interaction intéressante entre le public et les auteurs, avec beaucoup de questions très techniques ou des questions sur la culture et toute une discussion à la fin. Donc c'était vraiment un succès. Alors qu'est-ce que c'est la suite à présent pour votre fondation? Le diagnostic, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors la suite, donc le diagnostic a révélé ce patrimoine exceptionnel.
il y a une demande locale de protection. Donc la suite logique, c'est, et ce qui nous a d'ailleurs été demandé par le gouvernement, c'est de maintenant faire des recommandations en matière de gestion et en matière de protection. Donc nous allons continuer les consultations qui sont déjà menées par Poema dans les îles pour essayer de bien comprendre quelle est la perception et quels sont les besoins des gens des Australes, en particulier des pêcheurs, mais aussi continuer les consultations qui sont menées à Tahiti avec les pêcheurs tonniers qui descendent parfois aux Australes, puisque ce sont aussi des utilisateurs de la ZEE, et les consultations que l'on mène avec le secteur privé. On fait partie du cluster maritime de Polynésie française, dans lequel il y a un groupe de travail sur les aires marines protégées qui a été créé, et donc il y a toute une réflexion qui est faite aussi là-dessus. Une consultation également des associations polynésiennes. Je ne vais pas parler du message d'Okulea, mais en juin 2014, l'an dernier, il y a 50 associations polynésiennes qui ont signé un message très fort en matière de protection de l'environnement lors de l'arrivée de la pirogue traditionnelle Okulea. Donc voilà, c'est tout ce travail de consultation dans les différents secteurs ou les différents groupes, associations, chercheurs, populations locales, pêcheurs, qui vont, on l'espère, permettre d'élaborer un scénario d'aire marine protégée qui soit consensuel et qui soit partagé. Poema, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette fondation Pew? Ça fait longtemps que vous en faites partie? Je travaille avec Pew depuis septembre et ce qui m'intéresse, c'est... Ma vie est un peu basée autour de l'océan, hein. Donc ça va avec ce en quoi je crois, et j'aimerais qu'on préserve réellement ce que nous avons, l'océan que nous avons, la vie qu'on a qui est liée à cet océan, la vie polynésienne tellement riche de par sa culture, mais aussi on est tel qu'on est parce qu'on a cette chance de vivre dans un pays qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin dans les îles, on n'a pas besoin d'avoir trop d'argent pour vivre. Il faut juste travailler la terre, aller pêcher, et ça, c'est quelque chose de très important. C'est précieux, il faut le préserver. Alors, avant tout. Vous allez continuer vos consultations oui. un petit peu de quel côté? Toujours au fait, là je suis passée à Limatara et Tubuai, je continue sur les Vavais, Rurutu et puis Rotorua, et je travaille au fait essentiellement sur les îles, alors que mes collègues Jérôme et Donatien travaillent aussi un peu ils viennent avec moi pour des réunions publiques, mais essentiellement au niveau de Tahiti. Je crois on va arriver à la fin de l'émission. Là, je vous remercie à tous les deux d'avoir été avec nous. Jérôme, un petit mot pour conclure et peut-être. Merci pour votre accueil et merci aux auteurs qui ont contribué à cet ouvrage, et surtout merci aux populations des Australes qui nous ont fait découvrir cet environnement exceptionnel, et on aimerait bien entendu leur dédier ce travail qui a été réalisé. Donc une aire marine protégée, c'est d'ici combien de temps, ça, on ne peut pas dire, c'est le gouvernement qui le décidera. La balle est dans le camp du gouvernement, comme d'habitude. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de Midi Mag et c'est bientôt le flash de France Info. Au revoir.